Pour conclure ce colloque, je trouve devant vous quelqu'un dont l'anticipation n'est pas la spécialisation ni présente, ni passée, ni ce qui aurait été quand même de bon ton dans la situation, la spécialisation future. Et pourtant, au cours de la constitution de la base de données du projet ANR, qui porte sur les textes de ce genre, j'ai été amenée à apprivoiser autant la base elle-même que ce vaste ensemble de textes sur lesquels on s'interroge collectivement aujourd'hui. Cette communication naît donc d'une volonté de rendre hommage à ces lectures, mais aussi de rendre sensibles les conclusions qui peuvent nous permettre de tirer ce chantier en cours qui est encore la base de données. Et d'ailleurs, comme Claire et Émilie l'ont déjà mentionné et très bien montré avec de magnifiques diaporamas, la base a été créée dans le but de regrouper toutes les données collectées sur les textes d'anticipation que nous avons à ce jour recensés. Et donc, je passerai quand même sur la présentation de la base de données qui, je crois, a été bien introduite déjà. Alors, j'ai ici l'ambition de mettre à contribution ces données préliminaires puis les prendre comme point de départ pour émettre des hypothèses de recherche. Mon corpus, qui a été arbitrairement choisi, évidemment, se concentre autour du trope de l'exploration et de la conquête du pôle Nord par les moyens de la science. Je résume d'abord, brièvement, les 7 romans qui composent ce corpus. Alors, Le Cap aux ours d'Alexis Lamotte est publié en 1878. Il relate, sur fond de mutinerie, l'aventure du Gossoudar, un navire pris dans les glaces polaires depuis le début d'un hivernage qui a abîmé sa coque. Si l'expédition échoue suite à la mort du savant, Igaroff, à tout le moins, le roman se conclut sur le mariage des deux personnages principaux, Étienne et Véra. L'année suivante paraît un volcan dans les glaces de Jules Gros, qui raconte, comme on l'imagine assez bien, l'exploration d'un volcan dans les glaces. Et avec ici aussi un mariage à la clé, cette fois entre Myrine et Henri, deux personnages au centre du récit. La conquête du pôle d'Henri de Graffigny date de 1885. Il s'agit d'une nouvelle dans laquelle un aéronaute français s'engage sur le ballon qu'un riche Anglais envoie au pôle. La même année, Patrice Victor publie Au pôle en ballon, histoire de 4 messieurs en dirigeable qui atteignent le pôle. C'est sans surprise qu'au retour, Maurice, le plus jeune et le plus séduisant d'entre eux, sauve de la mort une orpheline et qu'il finit par l'épouser. Les Français au pôle Nord, de Louis Boussenard, est publié quelques années plus tard, en 1892. On y raconte la course au pôle entre les rivaux français et allemands. Ce sont évidemment les Français qui atteignent les premiers objectifs grâce à un choix de vivre découvert sous la neige. Une Française au pôle Nord raconte une histoire similaire dans laquelle il faut adjoindre au protagoniste principal, ici Hubert d'Ermont, une héroïne de sexe féminin prénommée Isabelle, avec qui, coup de théâtre, il se mariera une fois revenu de leur voyage au pôle. Et dans un dirigeable au pôle Nord, dernier texte du capitaine d'Henri, Georges et Christiane se trouvent malgré eux captifs d'un ballon dirigeable. Donc, suite à l'offre d'un riche Américain, ils acceptent de saisir l'occasion pour tenter de rallier le pôle. S'ils pensent avoir accompli leur mission, ils réalisent au retour que leurs erreurs de calcul leur ont fait manquer la cible de très près. Évidemment, le texte se conclut sur un mariage et on remarque qu'en dehors du voyage lui-même, il y a récurrence de ce motif et je vais y revenir plus tard. Alors, le choix de ce corpus découle d'une seconde préoccupation qui est celle de produire une rencontre entre l'approche que préconise le laboratoire, c'est un nom assez long, je vais vous lire, le Laboratoire international d'études multidisciplinaires comparées des représentations du Nord, qui est situé ici à l'UQAM, et les vieux romans feuilletons de littérature française d'anticipation. Il s'agit d'une mise en relation qui ne va pas forcément de soi, mais qui apparaît pertinente dans le cadre de ce colloque, où se croisent notamment chercheurs québécois et français. Jouons sur les stéréotypes. Et cette rencontre des théories du lieu nordique et du corpus d'anticipation espère donc faire un peu écho à la nôtre. Mon postulat, c'est donc le suivant, entre autres. À partir de la mise en scène d'une conquête des espaces vierges, les auteurs à l'étude miment le geste de leurs personnages et tentent eux aussi de conquérir un espace, l'avenir, oui, qu'ils cherchent à pressentir, mais aussi et surtout le genre dans lequel ils s'inscrivent et qu'ils sont en train de fonder. Les rapports au territoire, aux explorateurs du passé et aux figures paternelles deviennent donc des outils de légitimation romanesque que se donnent ces auteurs. Pour cela, je pose qu'il existe au sein de ce corpus 2 types de filiations distinctes qui vont quand même entrer en contact, qui est celle de l'intertexte scientifique et celle extérieure au texte qui va fonder la réception critique des œuvres, qui est la réception contemporaine des œuvres. Avant de poursuivre, je glisserai d'abord quelques mots sur la façon dont j'entends comprendre le Nord. Hélène nous l'a déjà laissé un peu pressentir, en tant qu'espace sémiotique. Alors, la prémisse des travaux de Daniel Chartier, qui dirige la chaire sur l'imaginaire du Nord, est que le lieu se définit, je cite, en termes discursifs et symboliques, plutôt que géographiques, bien que du va-et-vient entre le réel et l'imaginaire émerge une tension d'une grande complexité.
Le fait qu'un auteur choisisse de parler du Nord impliquerait donc plusieurs résultantes. D'abord, qu'il transforme plus ou moins, selon la portée de ses écrits, la vision de ce lieu en y apposant une couche discursive supplémentaire. Ensuite, qu'il choisisse en contrepartie de parler de ce lieu spécifique parce que cet endroit lui permet de mettre en forme un certain nombre de choses et donc que l'énoncé aussi est modelé en fonction de ce qu'il cherche à dire de l'auteur, du territoire qu'il veut circonscrire. Il y a donc dédoublement entre le lieu qui s'énonce et le lieu d'énonciation. Dans cette logique, la question est de savoir de quelle manière la spécificité du Nord produit une spécificité du discours qu'il parle. Comment, en effet, s'y prend-on pour parler de cet espace et en retour, comment cet espace est-il transformé par l'énoncé qu'il porte? Si le lieu est un palimpseste, il faut quand même rappeler que le Nord est l'un des espaces où le degré de connaissance humaine, surtout à l'époque, est le plus faible, ce qui déchaîne donc les potentialités imaginaires du lieu. Ainsi, les auteurs de mon corpus choisissent sans doute en partie l'espace nordique parce que celui-ci fait écho, par sa nature encore partiellement indéterminée, au futur qu'ils imaginent. Car on parle du Nord, certes, mais on parle rarement à partir du Nord, ce qui en fait un espace défini presque exclusivement par des spéculations qui sont venues de l'extérieur. Les discours qui l'informent sont donc généralement peu ou pas du tout supportés par une expérience réelle du lieu, par une pratique autre que discursive, où le travail d'interprétation peut être conduit à plein régime. Comme les blancs du texte dont parle Isère, le sol enneigé du pôle offre la possibilité d'ouvrir le Nord à l'imaginaire pour y faire s'engouffrer à peu près ce qu'on veut. C'est la même chose qui se passe généralement avec l'anticipation, puisqu'on cherche en l'employant à extrapoler un avenir sans pour cela, en revanche, sortir vraiment des considérations sociales qui sont contemporaines de l'écriture. Chartier en fait la remarque lorsqu'il dit que la définition du Nord est prospective, mais inscrite dans un processus continu de réduction, à mesure qu'il est découvert. Ainsi, le Nord remonte, c'est-à-dire qu'à mesure qu'on en cartographie le territoire, sa taille diminue. C'est donc éminemment un lieu mobile, étant entendu qu'il cesse d'être véritablement Nord une fois arpenté, documenté. Il se définit alors comme une espèce d'au-delà du connu, et les signes qui tracent sa frontière évoluent avec le temps, avec les discours. C'est qu'il est sujet à la performativité du travail de délimitation des frontières, donc le territoire se transformant, je vous le dis, dès lors qu'il est englobé par une prise de parole. Cette prise de parole serait pour Chartier conditionnée par ce qu'il appelle une grammaire commune. C'est donc que ses productions discursives feraient parler le Nord et parleraient de lui selon des modalités qui seraient différentes, mais répéteraient tout de même certains codes qui appartiendraient à une espèce de langue du Nord commune. Mais alors, donc, si cette grammaire du Nord existe, quelle est-elle? Quel genre de grammaire du Nord on peut dégager des textes que j'ai mentionnés? Donc, dans un article sur le Nord et le féminin, Daniel Schoupp dit que ce Nord est en partie... c'est quoi? Excusez-moi, je me suis perdue. Elle dit donc que le Nord et l'écriture sont à considérer comme une métaphore réciproque, comparant la page blanche à un espace vierge à inscrire et le Nord à l'espace en quête d'inscription. Mais qu'inscrivent alors les auteurs d'anticipation sur ce Nord? Quelles sont les stratégies employées par ces auteurs pour apposer une couche discursive sur l'immensité blanche? La base de données, donc si elle gomme les spécificités des textes par moment, semble en tout cas nous aider à circonscrire un réflexe assez généralisé, celui de mentionner compulsivement les auteurs et les explorateurs du passé. Si Chartier avance que la représentation romanesque du Nord est moins souvent le fait d'un référent géographique que d'un jeu de renvoi intertextuel, ici, ce sont les références intertextuelles qui sont étrangement absentes entre les références explicites ou claires, sinon absentes, du moins rares, et peu diversifiées. On parle, dans le meilleur des cas, d'une dizaine de références intertextuelles par texte. Donc, je donne ici quelques chiffres en exemple à propos des références à des explorateurs du Grand Nord. Pour le texte de Lamotte, on trouve dans le texte 57 références à des éléments scientifiques réels, dont 44 qui sont dédiés aux explorateurs. En revanche, il n'y a dans tout le roman de presque 400 pages qu'une seule référence intertextuelle. Pour Graffigny, on ne trouve que 9 références à des éléments scientifiques qui sont par contre toutes consacrées à des explorateurs sur une nouvelle quand même assez courte, somme toute. Donc, aucune occurrence intertextuelle dans le texte. Chez Maël, le ratio est de 55 références à des explorateurs sur 58 au total. Et chez Denrite, les chiffres sont de 101 pour 116. Donc, quand je donne un rapport comme ça, 101, 116, ce que je veux dire, c'est 101 références à des explorateurs sur 116 références à des éléments scientifiques réels au total, ce qui est quand même une immense proportion. Les rapports sont similaires chez Gros et Victor, qui affichent respectivement 21 sur 28 et 73 sur 78.
Et chez Bousnard, les proportions s'élèvent en dehors d'absolument toute mesure avec 197 références sur 199 au total. Donc, affichant des chiffres records comme 24 références à Greeley, 32 à Nares, puis d'ailleurs, on me pardonne si je ne prononce pas leur nom correctement puisque je ne les ai jamais entendus, et 18 à Lockwood. Voilà, on comprend le principe. Donc, si l'intertexte est une manière de s'inscrire dans le sillage d'un autre auteur, la convocation de ces noms illustres de l'histoire de la navigation, aux dépens de ceux de grands auteurs, constitue, je le pense, une façon de s'installer à leur suite, de se revendiquer au nombre de leurs héritiers. Il est, à mon avis, significatif que ces auteurs s'inscrivent dans une ligne navigateur plutôt que d'écrivain. Ils nous révèlent ainsi qu'ils se considèrent en partie comme des explorateurs, qu'ils envisagent leur processus d'écriture comme un travail de prospection des potentialités de l'avenir, de la science et évidemment de la littérature, donc de leur propre pratique. Difficile de ne pas considérer ces chiffres comme le symptôme d'une préoccupation partagée, mais laquelle? Ce sont les romans eux-mêmes qui fournissent un début de réponse à cette question. Dans Un dirigeable au pôle Nord, le riche Américain James Elliott tente de convaincre, je l'ai dit, les 2 aérostatiers français d'entreprendre un voyage vers le pôle, après l'énumération de 2 pages dans laquelle il retasse l'historique de toutes les expéditions polaires. Il ajoute « Eh bien, monsieur le lieutenant, si je vous ai fait cette nomenclature, peut-être aride et à coup sûr trop longue, devinez-vous pourquoi? Comment sonnent à vos oreilles tous ces noms que j'ai passés en revue? Sonnent-ils comme des noms étrangers? Parmi tous ces explorateurs, il n'y a que des Anglais, des Américains, des Hollandais, des Suédois, des Norvégiens, des Russes et même des Italiens. Pas un nom français, pas un entendez-vous. » Et il propose au personnage de rajouter le sien à cette longue suite. Donc, un argument qui semble convaincre le personnage principal, puisque celui-ci songe, je cite, que c'est un nom français qui s'inscrira ici triomphalement et que, je cite encore, c'est la France qui prend la tête de tous ces explorateurs dont il vient de citer les noms. Cette compulsion à mentionner le nom des prédécesseurs vise donc en partie à mettre en place un récit fondateur du Nord, dans lequel les personnages, comme les auteurs, vont venir s'inscrire. Ce n'est pas anodin d'ailleurs que la plupart de ces explorateurs, et nos personnages le font eux aussi dans les romans lorsqu'ils découvrent de nouvelles terres, aient nommé des lieux, souvent en leur nom propre. Ainsi, les auteurs de notre corpus peuvent se situer dans l'espace, dire le territoire qu'ils parcourent, en tracer la carte par le discours au fur et à mesure qu'ils l'arpentent, grâce à ces noms qui agissent presque à titre de boussole pour se repérer dans l'espace. Darrett l'exprime bien lorsqu'il écrit « Ils étaient les premiers à fouler l'immense glacier, à découvrir la mer polaire, à lui donner un nom, à inscrire ce nom sur les cartes. » Donc, la suite de ces noms d'explorateurs, mais surtout la redite constante dont la toponymie fait l'objet, il y a une façon de parler un Nord qui autrement reste blanc. Les personnages évoluent dans des univers qu'ils fondent au fur et à mesure par la parole, un geste qui rappelle sans trop d'effort celui de l'écrivain qui narre leur aventure. De la même compulsion est issu le réflexe qu'ont les personnages de nommer leurs embarcations. Le navire de gros s'appelle Elisha Kane et John Franklin. Ils sont donc nommés en l'honneur de 2 explorateurs célèbres qui deviennent l'embarcation un peu et le bagage de l'équipage. Victor Patrice agit de la même manière en baptisant son ballon le Ruther, qui est un amiral hollandais. J'ai fait mes recherches sur Google, et qu'on me pardonne mon irlandais d'ailleurs, qui servira de refuge au personnage. Ici, le navire est métonymique et vraiment tient lieu, au sens où véritablement il permet au lieu de se tenir dans le discours. Dans le même ordre d'idées, lorsque science et patrie, les 2 aérostats de Graffigny vont conquérir le Nord, c'est un peu la science et la patrie elle-même qui semblent décoller vers l'inconnu. Et c'est la même chose chez Darwin, dont l'aérostat est baptisé patrie numéro 2. La Gallia, le nom du vaisseau des Français de Bousnard, fait aussi office de mère-patrie pour les navigateurs. Donc, les personnages semblent grimper à bord d'un archipel de Logos pour s'aventurer dans l'indicible du Nord. Et il faut d'abord dire que ces auteurs offrent souvent un commentaire sur le problème que posent les mots pour dire ce Nord, des mots qui, selon eux, restent encore à inventer. Les personnages de Gros, par exemple, songent que, et je cite, « Peut-être ne trouvaient-ils pas les mots nécessaires pour exprimer ce qu'ils auraient voulu dire. Chacun, les yeux fixés sur le spectacle qui se déroulait en avant du navire, ne tarda pas à s'isoler dans une sorte de contemplation muette. Bien qu'ils eussent déjà vu, analysé et contemplé de près l'iceberg, le spectacle qu'ils avaient sous les yeux, par son ensemble et ses détails, leur donnait la perception d'un ordre des choses nouveau. Leur regard restait fixé et comme paralysé sur ce monde inerte, lugubre et silencieux. Aussi loin que pouvaient porter les regards, la surface des glaces n'offrait aucune protubérance, et sans doute, elle devait s'étendre comme un immense miroir poli.
On retrouve ici à la fois cette impression que le paysage échappe au sens, au logos, mais aussi l'idée que son observation crée un espèce de changement de paradigme, puisqu'on parle quand même d'un ordre des choses nouveau. Et j'aimerais faire aussi remarquer un détail. J'ai pas on voit pas les citations, donc je dois pointer moi-même. Mais le panorama qui est offert au personnage est qualifié de lugubre en raison de son silence et leur angoisse partagée, sans venir du fait qu'il n'y a pas, selon les mots du texte, de protubérance à laquelle le regard puisse s'accrocher, de lecture possible du paysage. Dans le texte de Danrith, lorsque les voyageurs arrivent devant la ligne blanche du Pac, la description qui en est faite indique bien cette insaisissabilité, de la glace qui attend encore d'être recouverte par le sens, par le texte. Je cite. « Tout au bord, c'était une sorte de tapis glauque émouvant. Ici et là, il se crevassait, laissant passer d'immenses vagues lourdes et opaques. Puis, les solutions de continuité disparurent. Des blocs de glace colossaux, semblables à des bornes posées sur la route du pôle, émaillèrent de leurs ombres portées très longues la blancheur des champs de névé, et la banquise polaire se déroula, immense, désolée, immaculée. » Nous l'avons dit avec Chartier, le pôle est d'abord connu par ses contours, ses bornes, comme le dit le texte, un tracé qu'il délimite avec un centre inconnu, et nord, ce qui reste indompté là-haut. Et en ce sens, les textes opèrent un espèce de double mouvement. Ils tentent de pallier ce silence, au trou encore à combler du sens, et cherchent en même temps à en rendre compte, oscillant toujours entre volonté de conquête et échec de cette même conquête. Dans les récits de Lamotte, de Jules Gros et de Danrith, les personnages n'accèdent pas au pôle, souvent faute d'avoir les moyens techniques ou financiers ou par erreur de calcul. Et dans les récits où le pôle est atteint, les choses sont souvent encore plus compliquées. Chez Boussenard, l'extrémité du monde, qui semble d'abord être une minuscule parcelle de terre sur laquelle plante un drapeau, est finalement un cadavre de baleine en putréfaction, qui flotte et que l'un des matelots va percer de son harpon. Elle se vide alors des gaz nauséabonds dont elle était remplie et coule à pic, exactement comme les fantasmes de conquête des personnages. Et c'est cependant dans le texte de Maël que l'on trouve la plus étrange description du pôle. Attention, je cite. « Oui, le centre du globe était un trou. Il ne voyait plus qu'un effrayant abîme, un gouffre de 1000 à 1200 mètres de diamètre, aux parois à pic, perpendiculaires, presque lisses, dont on n'apercevait pas le fond, mais dont le vide béant, plein de vertige, était tapissé de vapeurs moutonnantes dont la nappe ondulait capricieusement, à 10 mètres au-dessous du bord, sans l'atteindre jamais. » Alors ici, le pôle, qui devrait normalement être un point ou à l'arrière une protubérance, devient béance. Si cette image de pôle trou est pour le moins intrigante, elle est pourtant tout à fait cohérente avec les autres tentatives de chaque auteur, toutes soumises au même impératif, celui de remplir le nord d'une parole, de couvrir, comme je l'ai dit, le vide avec du sens. Et ce trou, il faut pour eux le border, le circonscrire, l'arpenter. Et c'est sans doute pourquoi on retrouve autant de volcans chez Victor Patrice et Jules Gros, en tant qu'ils sont des espèces de condensation où se catalyse cette problématique, des espèces de trous promontoires qui sont brèches et protubérances à la fois. Ces auteurs rusent donc avec l'impossibilité d'une mise en récit par la mise en récit de l'impossibilité. En ce sens, ils réussissent par les voies de l'imaginaire à atteindre un pôle restant inaccessible aux explorateurs en se servant de ces mêmes explorateurs comme d'aspérités, leur permettant de prendre pied dans le discours. Il y a donc tentative de faire entrer le territoire dans le discours, mais aussi de légitimer sa propre parole en faisant référence aux prédécesseurs, qui se posent comme de véritables pères de l'expédition imaginaire en cours, pères au sens où ils se présentent en premier lieu comme des figures d'autorité, qu'il faut en second lieu surpasser. Et c'est peut-être pour cela, ça c'est mon opinion, mon postulat plutôt, que pour cela, dis-je, que des mariages sont célébrés de façon aussi systématique dans la conclusion de ces textes. En effet, ces unions semblent pratiquement toutes répondre à un autre événement, qui est la mort du père du fiancé. Il y a d'abord Igaroff, le savant d'expédition et père de Vera, qui succombe au voyage. Dans Une Française au pôle Nord, c'est Pierre de Kéralio, incarnant lui aussi le savant de service, qui donne la main de sa fille à Hubert avant de succomber. C'est la même chose qui arrive dans Un volcan dans les glaces, le savant Kolikov donnant sa bénédiction à Myrine et Henri avant d'expirer. Un motif semblable se trouve chez Patrice Victor, puisque son héros et celle qu'il mariera sont orphelins, donc sans attache. Et il n'y a finalement que chez Danrith que nous assistons à un mariage sans qu'il y ait mort préalable du père,
dont le dernier vœu serait la passation de la responsabilité qui représente sa fille à un successeur. Cela dit, Durtal, son personnage principal, est sans famille et entreprend la conquête du pôle justement pour devenir digne de la main de Christiane. C'est donc à la noblesse du sang qui lui fait défaut, vient compenser la généalogie des explorateurs à laquelle il aspire d'ajouter son nom. Pensons aussi que l'union maritale est une façon de rebaptiser la femme, de transmettre un nom à une prochaine génération, et qu'une cérémonie de mariage procède aussi d'une performativité du langage, une performativité semblable à celle qui caractérise le geste de nomenclature posé par les explorateurs. Dans la majorité des cas, donc, il y a décès du protagoniste, qui détient et le savoir et l'ascendant générationnel, puisqu'il est à la fois le scientifique de l'expédition et la figure paternelle centrale. Même si ce motif s'inscrit dans une logique sacrificielle, le père devant mourir pour que se perpétue la lignée dans la logique du texte, cela se fait néanmoins sans heurts. À mon avis, les auteurs cherchent par ce motif à rejouer au sein du texte la passation d'une autorité, d'une légitimité du discours savant qui est léguée au gendre en même temps que la jeune fille. Les auteurs verbalisent donc, par le biais de leurs personnages, le transfert du pouvoir qui se joue sur le plan symbolique entre les anciens explorateurs et leurs émules littéraires. La façon dont sont représentés ces pères et ces explorateurs nous permet donc de comprendre comment ces auteurs envisagent leurs textes, qu'ils posent comme des espèces de descendants qui surpassent finalement ceux dont ils ont hérité. Ici, le renvoi aux prédécesseurs ou à l'espace nordique est moins porteur d'un savoir sur l'un comme sur l'autre que le garant d'un savoir sur le savoir lui-même et sur ses modalités d'acquisition. Car si on s'en remet à Michel de Certeau pour qui le parcours du territoire est une manière d'inscrire des signes sur l'espace, on peut penser la traversée en ballon non seulement comme une façon de configurer son rapport à l'espace, mais aussi d'orienter son rapport au savoir. Dans Marche dans la ville, de Certeau oppose deux rapports distincts à l'espace, celui du marcheur et celui du voyeur, et il dit de ce dernier qu'il éprouve le plaisir de, je cite, surplomber, totaliser le plus démesuré des textes humains. Il dit « Celui qui monte là-haut sort de la masse qui emporte et embrasse en elle-même toute identité d'auteur ou de spectateur. Son élévation le transfigure en voyeur. Elle le met à distance. Elle mue en un texte qu'on a devant soi, sous les yeux, le monde qui ensorcelait et dont on était possédé. Elle permet de lire, d'être un œil solaire, un regard de Dieu. Exaltation d'une pulsion scopique et gnostique, n'être que ce point voyant, c'est la fiction du savoir. Et cette fiction du savoir dont parle de Certeau, c'est celle que créent ses auteurs en transformant le Nord en texte qui peut être lu, surplombé. On s'étonne alors peu de la surreprésentation des voyages en dirigeable dans ces récits. Une telle posture témoigne d'un rapport au savoir en tant qu'objet préhensible, au Nord en tant qu'objet compréhensible. Pour eux, l'un comme l'autre deviennent des objets à conquérir. Le fait cependant que la quête des personnages achoppe, dans la plupart des cas, semble témoigner d'un glissement épistémologique où la conquête du Nord et la constitution d'un savoir dépendent sans doute moins qu'on le croit de l'empirisme. À la fiction du savoir répondrait donc le savoir de la fiction, celui des potentialités imaginatives qu'il recèle. Le succès relatif des expéditions et les modalités de la connaissance sont alors probablement subvertis par les textes parce que cette remise en cause justifie, comme les autres stratégies, leur existence, elle leur confère une pertinence. En effet, il ne saurait équivaloir une réelle expédition scientifique, mais permettre une exploration, une cognition du territoire que seule la fiction rend possible à l'époque. À mon avis, il s'agit encore d'un processus de légitimation du genre anticipatoire, en tout cas plus précisément de ce type de récit d'exploration du pôle, et nous verrons que la réception critique des textes le comprend bien, puisqu'elle cherche à y contribuer. En fait, elle cherche, bon, consciemment ou pas. Je conclurai donc en évoquant rapidement une autre filiation, celle-ci littéraire, qui va faire tout à fait écho en fait à ce que présentait Émilie tout à l'heure, qui va tenter de fonder la critique à partir de ces textes. Ce que nous permet encore de constater la base de données, c'est que la réception critique de l'œuvre fait fréquemment mention de Jules Verne en guise de comparatif. Mais quel est donc ce « à la Jules Verne » qui paradoxalement serait une marque si distinctive qu'elle s'appliquerait à autant de textes différents? Et pour le texte de Lamotte, donc, si on se fie à la base de données, dans 5 références, on cite Jules Verne. On dit que quand je dis on cite Jules Verne, je parle des références dans la critique, dans le fond, dans la presse de l'époque. On dit dans la revue mensuelle Le Livre qu'il était à prévoir que M. Jules Verne ferait école, ou que l'auteur a, je cite, tenté de concurrencer Jules Verne. Pour Pierre Maël, on peut lire dans la Nouvelle Revue que, encore une fois, bon, Jules Verne a fait école, ou encore dans le 19e siècle que ce texte peut rivaliser dignement avec les meilleurs romans d'aventure de Jules Verne. Larry, quant à lui, aurait, selon la Nouvelle Revue, pris la succession de Jules Verne.
On remarque ici qu'il y a une négociation entre deux types de registres sémantiques, celui de la compétition et celui de l'hommage. Une ambivalence qui n'est pas très différente, finalement, de celle qui s'engage entre les personnages et la lignée des navigateurs qui le convoquent. Comme les auteurs dont ils parlent, ces comptes rendus critiques oscillent eux aussi entre l'affiliation et le dépassement, puis une dette symbolique, et répudient à la fois ceux qui les précèdent, ou en tout cas ceux qui précèdent les textes dont ils parlent. L'ambiguïté qui caractérise l'anticipation n'est donc sans doute pas étrangère au processus d'autodétermination dans lequel elle s'engage. Ainsi, je terminerai en proposant, bon, quand même timidement, là, ceci étant tout à fait préliminaire, qu'encore en formation à l'époque, il semble que le genre romanesque de l'anticipation, que ce soit sur le plan diégétique, narratif ou même péritextuel, même quand on se concentre sur la réception, cherche constamment à négocier son rapport au prédécesseur pour tenter de se définir en propre. Donc ici, la représentation du Nord se poserait alors comme une stratégie qui permet de catalyser ces préoccupations que j'espère être plus généralisées. Voilà.